Les États-Unis sont souvent perçus comme un pays qui fait rêver, un pays des opportunités, réussite individuelle, the American Dream. Mais c'est aussi un pays d'excès, un pays de violence, de dérives et parfois un pays où le système lui-même produit des injustices massives. Depuis 1989, plus de 3696 personnes ont été officiellement innocentées après avoir été condamnées à tort par la justice américaine, après avoir passé des années, parfois des décennies en prison et parfois même après avoir été exécutées. Au total, ça représente plus de 34 000 années de liberté perdues par des femmes et des hommes qui n'auraient jamais dû être condamnés. Et en moyenne, un innocent passe 14 années en prison avant d'être libéré. Et lorsqu'on regarde la peine de mort, le chiffre est encore plus inquiétant. Pour 8 personnes exécutées aux États-Unis, une personne a été innocentée après avoir passé des années dans le couloir de la mort. Autrement dit, dans un pays qui applique encore la peine capitale, le risque de tuer un innocent n'est pas une théorie, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans différentes histoires, des histoires vraies de femmes, d'hommes, parfois d'enfants, qui ont été victimes d'un système américain parfois défaillant et partial. Hello, moi c'est Anaïs, je suis avocate en Californie et je suis rentrée en France pour décrypter l'actualité juridique. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'aider à la développer, merci beaucoup. Dans cette vidéo, je vous propose un nouveau format, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous voulez que je fasse plusieurs autres épisodes parce que vous allez voir, je vais raconter quelques histoires mais il y en a plein d'autres qui se sont produites et il y a matière à faire plein d'épisodes avec le système américain. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, à me faire des petits feedbacks sur ce format-là si vous en voulez plus. Je suis preneuse de tous vos retours. Let's go! Laissez-moi vous parler du partenaire de la vidéo. Vous en avez sûrement entendu parler, ça fait des années que je travaille avec eux. Mais cette vidéo est sponsorisée par Yepoda. C'est vrai que j'utilise la marque Yepoda comme routine skincare depuis, je pense, 2 ans et demi, 3 ans maintenant. C'est une marque de K-Beauty que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de microplastique, il n'y a pas d'ingrédients controversés. La compo, elle est hyper clean. Je trouve que les ingrédients, ils sont hyper intuitifs, très faciles d'utilisation. Je me démaquille et je fais ma routine du soir pour vous montrer comment je vais me coucher tous les soirs. Alors bien sûr, la base de la K-Beauty, c'est le double nettoyage, c'est-à-dire qu'on vient démaquiller la peau avec un corps gras et ensuite on vient nettoyer avec un savon doux. Il y a aussi un truc que j'adore dans leur packaging, c'est que tous les packaging, ils sont en verre. Et d'ailleurs, il y a pas mal de boîtes qui peuvent être réutilisées avec des recharges, toujours dans cette optique de voilà, essayer de consommer le moins de plastique possible. Après ça démaquille, on va rincer. Ensuite, on utilise le Bubble Double. J'adore le Bubble Double parce que je trouve que le savon, il est hyper léger. Et moi, comme j'ai une peau un petit peu sensible, ça vient pas du tout attaquer la peau, ça vient la nettoyer en douceur. L'étape numéro 3 de Miss Have, c'est de l'acide hyaluronique en sheets. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Ça sent la lavande, j'aime trop ce produit parce qu'il est hyper facile d'utilisation. Ensuite, vous avez The C-Boost Hero, donc c'est le sérum. Il y a 15% de vitamine C dans ce traitement. Et d'ailleurs, avec mon offre d'aujourd'hui, des 69 € d'achat, vous avez le C-Boost qui est offert. Et en plus, si vous commandez pour la première fois chez Yepoda, vous avez 15% de remise sur votre commande. En vrai, je vous invite vraiment à essayer la marque, je la trouve trop cool. Et la dernière étape de ma routine, c'est l'hydratation. Moi, je mets The Nightlight parce que c'est la version allégée sans huile. Mais vous avez également la version crème hydratante un petit peu plus nourrissante. Et pour finir, parce que c'est le soir et qu'on veut une glass skin, je mets The Glow Hero. C'est vraiment un sérum qui vient nourrir la peau en profondeur. Et voilà ma glass skin, ma peau qui est toute nourrie, repulpée, hydratée. Et n'oubliez pas, avec mon code AnaïsNew ou en passant par le lien qui est en description, vous avez le sérum C-Boost Hero offert. Et en plus, si vous êtes un nouveau client Yepoda et que vous n'avez jamais testé, vous avez 15% de remise sur votre premier achat. Merci beaucoup à Yepoda de sponsoriser ma vidéo. Je suis trop fière de travailler avec vous. Et maintenant, c'est parti pour la vidéo. Le 25 février et le 2 juillet 1985, 2 employés de fast-food, John Davidson et Thomas Wayne Vassona, sont tués lors de 2 braquages à main armée à Birmingham, en Alabama. Le mode opératoire est le même. Un homme armé, une exécution rapide et des douilles retrouvées sur place. La police décide très vite que ces 3 braquages, dont ces 2 meurtres, sont liés et ont été commis par la même personne avec la même arme. À partir de là, l'enquête va se focus sur un point. Qui est cette personne et quelle est cette arme? Une 3e attaque a lieu le 25 juillet dans un autre restaurant, mais cette fois-ci, le gérant va survivre. Le gérant va alors identifier comme la personne l'ayant braqué comme étant un homme noir, de corpulence normale, avec une barbe. On va alors lui présenter une liste de photos de personnes qui ont déjà été incarcérées ou alors qui ont déjà un casier judiciaire à Birmingham en Alabama, et il va identifier Anthony Hinton à cause de sa barbe. Anthony Ray Hinton est un homme ordinaire de Birmingham. À cette époque-là, il a 28 ans, il travaille dans un entrepôt, il vit chez sa mère et il n'a aucun casier
judiciaire. Il dira dans un interview « À 28 ans, j'étais comme un roi. Elle cuisinait pour moi, lavait mon linge. Moi, je travaillais comme ouvrier dans une entreprise. La seule chose que je devais faire, c'était planter un baiser sur son front le matin. Un matin, Anthony Ray Hinton est chez lui et voit 2 officiers blancs arriver. Ils ont un mandat d'arrestation pour lui. Il leur dit pourquoi. Ils lui répondent « On te dira après, pour l'instant, mets tes mains derrière ta tête. » Les officiers le menottent et l'embarquent. Sa mère qui était présente crie en demandant pourquoi son fils est menotté et embarqué. Dans la voiture, les 2 officiers qui l'emmènent au poste lui demandent « Est-ce que tu as un gun chez toi ?» Il leur répond naïvement « Oui, ma mère a un vieux pistolet » en se disant que s'il leur dit la vérité, il sera vite sorti d'affaire. Il leur demande au moins une 50aine de fois « Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi vous m'embarquez ?» Au bout d'un moment, les policiers finissent par lui répondre « On t'embarque pour 2 meurtres et 3 cambriolages. » Il leur dit qu'il se trompe, qu'il n'a rien fait. Plus tard, pendant l'enquête, il expliquera d'ailleurs qu'il était au travail au moment des faits. Ses collègues confirment son alibi et confirment qu'il était bien au travail au moment de ces cambriolages-là, mais rien n'y fait. Le détective lui répond « Écoute-moi bien, j'en ai rien à faire de ce que tu as fait ou non, mais je vais m'assurer que tu sois reconnu coupable. Parce que t'es noir, le mec qui va dire que tu lui as tiré dessus, il est blanc, et le procureur, il est blanc. » Et d'ailleurs, ce procureur à l'époque, il est connu pour être raciste. Et même lorsque Hinton affirme son innocence à son avocat commis d'office, son avocat lui répond « Vous les noirs, vous dites toujours que vous n'avez rien fait. » En fait, les enquêteurs, ils s'intéressent à lui et ils vont l'accuser, non pas parce qu'ils ont des preuves solides, non pas parce qu'ils ont retrouvé des traces d'ADN, mais parce qu'Anthony, il est noir, il est pauvre, il n'a pas les moyens de se payer un bon avocat, il n'a pas de relation dans le milieu judiciaire et il est donc parfaitement incapable de se défendre dans un système qui fonctionne à la vitesse de l'accusation. L'accusation repose alors sur un seul élément, une expertise balistique. C'est lorsque un expert va venir, va analyser un pistolet, des balles retrouvées sur la scène et va regarder si les balles correspondent à ce pistolet-là. Normalement, dans un procès, chaque partie apporte son expert, donc va payer un expert qui est censé être impartial, mais bon, il ne l'est pas toujours. Ici, les procureurs, ils ont donc fait venir un expert qui a dit voilà que ces balles correspondaient à ce pistolet et c'est la seule preuve de l'accusation. Il n'y a aucune empreinte, aucune trace d'ADN, il y a des alibis qui ne sont pas écoutés et il n'y a aucun témoin qui va vraiment dire oui, c'est sûr que c'est lui. Le procès s'ouvre en 1986 et donc à ce moment-là, la seule possibilité de défense que Anthony et son avocat commis d'office ont, c'est de ramener leur propre expert pour confirmer que les balles retrouvées sur les scènes de crime ne sont pas issues du pistolet de sa maman. Mais son avocat commis d'office, il n'est pas très bon dans son métier. Il pense que dans l'état de Pennsylvanie, il y a un budget limité lorsque les personnes n'ont pas d'argent, lorsqu'il y a un avocat commis d'office pour embaucher un expert. L'avocat pense donc qu'il n'a que 1 000 $ pour embaucher un expert pour qu'il vienne témoigner au procès et pour dire voilà, est-ce que je pense que la balle correspond au pistolet. Il va donc embaucher un expert complètement défaillant, qui possède aucune formation reconnue, qui n'a pas de laboratoire pour examiner et donc qui va être publiquement détruit à la barre par le procureur qui va lui demander quelles sont vos méthodes pour estimer ça, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous pouvez me le prouver, quelle est votre formation, quelle est votre expérience, et l'expert va être ridiculisé à la barre, incapable de défendre sa conclusion comme quoi les balles ne correspondent pas au pistolet et donc il va être incapable de rivaliser avec l'expert apporté par le procureur. Face à ce déséquilibre, le jury n'entend qu'un message qui est simple, répété avec autorité par le procureur: les balles viennent de l'arme de Hinton. Et dans l'état de Pennsylvanie où la peine de mort est très courante, ce message suffit. Les alibis de Hinton, ils sont écartés, les différentes incohérences, elles sont ignorées et au terme du procès, Anthony Ray Hinton, il est reconnu coupable des 2 meurtres et le 17 septembre 1986, il va être condamné à la peine de mort. Ce même jour, il entre donc dans le couloir de la mort d'une très vieille prison d'Alabama dans lequel il va attendre son exécution. Qu'est-ce que c'est qu'un couloir de la mort? Ce ne sont pas des prisons normales avec les autres détenus, ce sont des unités qui sont à part dans lesquelles il y a des cellules de 2 mètres sur 3. Les personnes qui sont condamnées à mort vivent dans ces cellules, ils sont seuls dans ces cellules-là, ils sont enfermés 23 heures sur 24, ils n'ont pas le droit à des sorties avec les autres co-détenus, donc ils ont droit à 1 heure de balade seuls par jour et ils attendent leur date d'exécution qui peut arriver à n'importe quel moment. Mais quand je dis n'importe quel moment, c'est qu'en général, ils attendent des années avant d'être exécutés et donc ils peuvent attendre 10, 15, 20 ans avant qu'un jour un officier rentre dans leur cellule pour leur dire que c'est le jour où ils vont être exécutés. Ce sont donc des conditions d'incarcération extrêmement dures. Il y a beaucoup de détenus qui tombent dans des dépressions sévères, dans des hallucinations, ils ont des troubles anxieux, en fait ils perdent la tête parce que voilà, c'est inhumain de rester seul pendant des années dans une toute petite pièce. On parle d'ailleurs du Death Row Phenomenon, c'est le phénomène du couloir de la mort. Durant toutes ces années d'attente, Anthony dira qu'il a survécu en priant, également en parlant aux gardiens de prison. Il dira d'ailleurs dans un interview avec le Figaro: le plus dur, c'était quand j'entendais mes compagnons partir à la mort. C'était devenu ma famille et certains étaient innocents. Que dit-on à quelqu'un qui part à la mort? Nous, on criait sois fort. Anthony se souvient aussi de l'odeur de brûlé au lendemain des exécutions quand elle se faisait encore par chaise électrique. Pourquoi on attend aussi
aussi longtemps avant d'exécuter une personne. Dans la peine capitale, il existe automatiquement des appels. Comme c'est quelque chose de très grave de tuer quelqu'un, il y a des recours constitutionnels, il y a beaucoup de procédures, parfois il y a des demandes de grâce. En fait, chaque étape, elle prend des années parce qu'il y a des chances que la justice se trompe et donc il y a des chances de tuer un innocent. Dites-vous qu'un condamné à mort, en moyenne, il passe entre 15 et 20 ans avant son exécution. Donc il passe entre 15 et 20 ans dans le couloir de la mort. Au moment où Anthony il est mis dans le couloir de la mort, au début, il va pas chercher à clamer son innocence directement. And I was so angry with God and I was so angry with everything that went on with this case that I decided that I wasn't going to talk to anybody. Et Anthony il dira que 4 ans après avoir été incarcéré en 1986, il entend un de ses co-détenus pleurer. En fait, c'est des cellules qui sont à côté, ils sont séparés par des murs, mais ils peuvent quand même parler entre eux, entre les murs. Et son voisin de cellule, il lui dit « Je viens d'apprendre que ma mère, elle est morte ». Et là, Anthony, il a un déclic, mais en fait, moi, je suis encore en vie. Ma mère, elle est encore en vie aujourd'hui. Je sais que j'ai rien fait, que je suis innocent, et je vais me battre pour sortir de là et pour retrouver ma mère. En 1994, il y a The Equal Justice Initiative, qui est une association qui va rentrer en contact avec lui. Cette association est en fait une organisation d'avocats qui va défendre gratuitement des condamnés qui sont pauvres et qui ont été victimes d'erreurs judiciaires. Et cette association, elle a été fondée par Bryan Stevenson, et il va donc rentrer en contact avec Anthony. Anthony Ray Hinton, il parlera d'ailleurs de Bryan Stevenson comme son ange tombé du ciel, venu là pour le sauver. Ensemble, ils vont se dire, il faut absolument qu'on embauche des experts balistiques pour qu'ils aillent justement reanalyser cette arme et ces balles. Et il faut que ces experts, ils soient blancs pour justement qu'on les écoute. I need you to hire a ballistic expert. I need you to hire a white man. And I said, it definitely cannot be a person of color. Bryan Stevenson, il trouve 3 experts blancs qui vont les 3 analyser les balles et le pistolet, et les 3 ils vont être unanimes. Ce pistolet ne correspond absolument pas aux balles qui ont été retrouvées sur les scènes du crime. Donc là, il y a concrètement la preuve comme quoi il est innocent. Et malheureusement, c'est pas parce qu'il y a une preuve comme quoi il est innocent qu'on peut annuler sa peine. En fait, après une condamnation définitive, on peut plus rejuger quelqu'un comme ça. Alors, soit on peut rejuger lorsqu'il y a des nouvelles preuves. Ici, les balles, c'est pas des nouvelles preuves, il y avait déjà ces balles-là. Donc une nouvelle expertise ne suffit pas. Il faut donc prouver qu'il y a eu une violation de la Constitution. Ici, la violation de la Constitution, c'est le droit à un avocat compétent, le droit à une aide justement juridictionnelle compétente. Et ici, en fait, ils vont essayer de démontrer que son avocat commis d'office n'était pas compétent et donc il n'a pas eu une vraie représentation comme le voudrait la Constitution américaine. Donc pendant des années et des années, ils se sont battus pour demander une nouvelle expertise judiciaire, mais ça a toujours été refusé. Et c'est en 2014, donc 28 ans après l'incarcération de Anthony, que la Cour suprême des États-Unis, dans un arrêt qui s'appellera Hinton versus Alabama, que le juge va estimer que le juge de Hinton à l'époque avait commis une erreur grave en pensant qu'il n'avait le droit que à $1000 pour embaucher un expert, ce qui était faux, et que donc en commettant cette erreur grave de la part de l'avocat, ce n'est absolument pas la faute de Hinton, et donc ils ont pu réouvrir un procès. Il a encore fallu 1 année de procédure pour réouvrir ce procès, et là effectivement l'expert du tribunal va confirmer que les balles ne correspondent absolument pas à l'arme de Hinton, et donc le 3 avril 2015, la condamnation à mort de Anthony Hinton est annulée. Anthony Hinton is a free man. Les charges sont abandonnées. Hinton sort du couloir de la mort et est un homme libre. Donc il est sorti de prison 30 ans après avoir été condamné à mort et en attendant son exécution. 30 années durant lesquelles il est resté dans sa petite cellule de 2 mètres sur 3, isolé du reste du monde. Et au moment où il sort de prison, malheureusement, sa maman, elle est décédée entre-temps. Il a un peu un goût d'amertume parce que lui, son combat, c'était de retrouver sa maman, et au moment où il sort, sa maman, elle est plus de ce monde. Il essaye de se réapprivoiser sa liberté, parce que je vous rappelle qu'au moment où il est rentré dans cette petite cellule blanche, c'était en 1986, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'avait jamais utilisé un ordinateur de sa vie, et donc en fait il est sorti en 2015 dans une société qui a complètement changé. Il a perdu 30 ans de sa vie, il a presque 60 ans au moment où il sort de prison. Le comble dans cette histoire, c'est que en 2015, lorsqu'il sort, donc il a pas de famille, il a plus sa maman, il avait pas de frères et sœurs, et il a pas de travail, donc il n'a pas d'argent. Et Hinton, il sort de prison sans aucune indemnisation du tribunal. Ils lui ont pris 30 ans de sa vie, et en plus, il le dédommage pas, puisque en Alabama, il n'y a pas de loi qui prévoit une indemnisation si on a reconnu quelqu'un coupable à tort. Il a aucun soutien financier de l'État, et il vit seulement grâce à des dons, grâce à l'argent de l'association Equal Justice Initiative, grâce aussi aux revenus de son livre qui est sorti en 2018, The Sun Does Shine. Le soleil brille. Il ne baisse pas les bras avec son avocat. Ils vont donc demander une compensation financière à l'État, et c'est en 2021, donc 6 ans
après sa sortie, le Parlement de Alabama a adopté une loi spéciale qui a accordé 1,5 million de dollars de compensation à Anthony pour lui avoir volé 30 ans de sa vie. Guantanamo, c'est un centre de détention militaire américain ouvert en 2002 après les attentats du 11 septembre pour enfermer les personnes soupçonnées de terrorisme dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. Elle n'est pas située aux États-Unis, mais elle est située sur l'île de Cuba, sur un terrain que le gouvernement américain loue parce que le camp y se trouve loin des regards et surtout loin de la justice et des lois américaines. Parce que si on enferme des personnes qui ne sont pas américains sur un territoire qui n'est pas américain, c'est beaucoup plus facile de dire que les lois américaines ne s'y appliquent pas et donc les grands principes constitutionnels qui sont censés protéger les personnes ne vont pas s'appliquer. Qui est détenu dans la prison de Guantanamo? Ce sont surtout des terroristes, des personnes de Al-Qaïda, des talibans, des Irakiens, des Afghans, toutes personnes qualifiées de combattants illégaux et qui ont été capturées par les forces américaines lors des différentes opérations qu'elles mènent à l'étranger comme en Irak, en Afghanistan, contre les militants et les terroristes islamistes. Très vite, le centre grossit. Au pic de 2003, il a abrité environ 680 détenus. Et au total, depuis l'ouverture en 2002, il y a 779 personnes qui sont passées par là, dont 15 mineurs. Les deux plus jeunes détenus avaient entre 13 et 14 ans. Et il y a un point qui est crucial pour comprendre le scandale de Guantanamo, c'est qu'une grande partie de ces personnes, ils n'ont pas été inculpés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de jugement et ils n'ont pas été reconnus coupables d'avoir commis un crime. Et ça, c'est parce qu'il y a un statut spécial qui a été créé pour ces prisonniers de Guantanamo, c'est le statut de combattant ennemi. Ce statut, il permet de maintenir les prisonniers en détention pour une durée indéterminée sans qu'aucune charge ne soit reconnue contre eux. Et ça, c'est justifié par le droit de la guerre et donc ça peut durer le temps que le conflit ne dure. Le problème, c'est que la guerre contre le terrorisme, ça n'a pas de fin claire. C'est pas une guerre classique entre États, c'est les États-Unis qui mènent une guerre contre le terrorisme, c'est hyper large dans l'espace mais surtout dans le temps. Et donc la détention de ces personnes, elle peut devenir indéfinie. Mourad Benchelali, un ancien détenu de Guantanamo français, dira que les Américains lui disaient « Ici, tu n'es qu'un numéro, t'as pas de droit, pas de loi, et on fait ce qu'on veut ». Les détenus sont coupés de tout contact extérieur, leurs familles restent sans aucune nouvelle, les prisonniers sont maintenus en isolement prolongé, dans des conditions inhumaines, dégradantes, soumis à des interrogatoires qui sont assimilés à de la torture, et Guantanamo s'est très vite érigé en zone de non-droit. Tous les détenus ont subi un mauvais traitement, des tortures, simulation de noyade, exposition à des températures extrêmes, ou encore des humiliations sexuelles. On est transféré d'une cellule à l'autre, par exemple, toutes les demi-heures. Forcément, c'est impossible de dormir. Donc au bout d'une semaine, quand on est bien épuisé, on passe à l'interrogatoire. La climatisation, c'est-à-dire qu'on nous jetait de l'eau froide et puis on nous laissait grelotter sous la clim toute la nuit. Le fait d'être menotté aussi dans des positions douloureuses, des humiliations sexuelles. Les techniques d'interrogatoire et les conditions de détention des prévenus aux mains de la CIA restent classées hautement confidentielles par les États-Unis. Et sans surprise, les suicides, les grèves de la faim ou les morts se sont multipliés. Au moins 9 détenus sont morts là-bas, le plus jeune mort ayant 21 ans et le plus âgé 68. À ce jour, les détenus qui sont passés par Guantanamo sont originaires de 40 pays différents, mais ils ont un point commun, tous étaient de confession musulmane. En 2004, la Cour suprême rend une décision, Russell vs Bush, affirmant que même des étrangers détenus à Guantanamo ont le droit de saisir un juge américain pour contester leur détention grâce à l'habeas corpus. En gros, la Cour suprême, donc c'est-à-dire la juridiction des juridictions, elle dit même à Guantanamo, on peut pas enfermer des gens sans qu'ils aient vu un juge et sans que le juge ait décidé de leur sort. À partir de là commence un bras de fer entre les différents gouvernements qui sont enchaînés versus les juges et donc la Cour suprême. Les gouvernements, en gros, ils disent on est en guerre et donc on a le droit de pouvoir détenir ces personnes-là dans des conditions particulières. Et les juges, ils leur répondent vous êtes peut-être en guerre, mais vous restez dans un état de droit et donc toute personne a des droits, y compris ces personnes détenues à Guantanamo. Et l'administration, donc le gouvernement, etc., ils vont contourner les décisions de la Cour suprême. Ils vont créer ce qu'on appelle the Combatant Status Review Tribunals. Donc ça va être des commissions militaires et non pas des tribunaux qui vont être chargés de déterminer si un détenu est bel et bien un combattant ennemi. Vous savez, ce statut qui permet à ces personnes de rester incarcérées alors qu'elles n'ont même pas eu de jugement. En gros, là, le gouvernement va créer des personnes qui sont sous leur ordre. Les commissions militaires, vous allez déterminer si chaque personne a bien ce statut-là de combattant ennemi pour savoir s'il a bien le droit de rester en prison sans être jugé. Ces procédures, elles sont très critiquées parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de preuves. Les preuves sont secrètes, les accès à ces dossiers sont limités et les contestations de ces dossiers, elles
sont presque impossibles. Donc la Cour suprême, elle s'arrête pas là. En 2006, elle va rendre une nouvelle décision. Là, je galère à la prononcer, c'est Hamdan versus Rumsfeld. La Cour suprême, là, elle dit vous violez et le droit américain et le droit international. Et donc en fait, le message est clair, même face au terrorisme, on ne peut pas inventer une nouvelle justice sans règles. Les États-Unis, encore une fois, au lieu d'accepter la décision de la Cour suprême et voilà, de mettre de l'eau dans leur vin, ils vont à nouveau contourner la justice ordinaire et vont à nouveau réécrire un nouveau système. Ils vont donc adopter le Military Commission Act. Donc c'est un texte de règlement qui va voilà, expliquer comment les procès vont avoir lieu. Et la conséquence en fait, c'est que les procès vont être interminables. Et donc même s'ils doivent juger ces personnes incarcérées à Guantanamo, comme les procès ils sont interminables, et bien finalement c'est très loin à être mis en place. Et pendant ce temps, tout le reste des détenus, ils sont toujours pas jugés, toujours maintenus en prison au titre de la guerre. Mais voilà, il n'y a aucun fait pour lesquels ils ont été reconnus coupables. Et d'ailleurs, il y a potentiellement plein de personnes qui étaient innocentes et injustement incarcérées. Mais la Cour suprême n'a toujours pas dit son dernier mot. En 2008, elle continue son combat dans un arrêt qu'elle va rendre qui va s'appeler Boumediene versus Bush. Les détenus de Guantanamo, ils ont un droit constitutionnel. Autrement dit, la Constitution s'applique même à Guantanamo. Et Barack Obama, qui arrive au pouvoir, en 2009, il va promettre de fermer le centre de Guantanamo. Il va créer en gros un petit groupe dans son ministère de la Justice en leur demandant d'examiner toutes les personnes qui sont encore incarcérées à Guantanamo au cas par cas. Et en 2010, ce rapport va tomber. Je vous rappelle que l'objectif de Barack Obama, c'était de fermer la prison. Donc il fallait savoir ce qu'on allait faire de ces 240 détenus. Ils ont classé ce dossier en différents groupes. D'abord, il y a un premier groupe des personnes qu'on peut transférer dans d'autres pays. C'est-à-dire que c'est des personnes qu'on peut soit libérer, soit envoyer dans d'autres pays qui acceptent de les incarcérer. Ensuite, il y a la deuxième catégorie, c'est les personnes qu'on peut poursuivre, donc il peut y avoir un jugement contre eux et qui peuvent être incarcérés dans d'autres prisons aux États-Unis. C'est des hommes contre lesquels on pense pouvoir faire un procès américain parce qu'ils auraient violé un droit américain, une loi américaine. Et il y a la troisième catégorie, qui est la catégorie qui est très dérangeante. C'est une catégorie d'hommes qu'on ne peut pas juger parce qu'ils n'ont pas violé de droit américain ou alors il n'y a aucune preuve pour dire qu'ils ont violé un droit américain. Mais ce serait trop dangereux de les libérer. Dangereux pourquoi? On ne sait pas. Peut-être parce qu'ils détiennent des informations, peut-être parce qu'ils ont subi une torture trop importante et que si on les libère, bah voilà, ils vont dévoiler ça. En tout cas, ces hommes dans cette catégorie, ils sont 48. Et donc l'État, il envisage de les maintenir en prison sans jugement, toujours sous ce système qui est totalement illégal, qui viole toutes les lois internationales, qui n'est absolument pas normal. Suite à ce rapport, va s'ensuivre les transferts. Mais attention, ces transferts-là, ils ont été très compliqués. Il y a par exemple beaucoup de ces hommes incarcérés qui viennent du Yémen. Ça aurait été dangereux de renvoyer ces hommes au Yémen, sachant qu'il y a une guerre qui existe au Yémen. Et donc en fait, trouver un pays tiers qui est prêt à accueillir des détenus, ça peut prendre des années. Et donc en fait, ces hommes qui étaient clean for transfer, prêts à être transférés, parfois ils sont restés enfermés encore 5, 10, 15 ans à Guantanamo. Ensuite, la deuxième catégorie de personnes, donc les personnes jugées, au final, 5 ans après ce rapport-là, il y a de nombreuses personnes qui ont été jugées et qui ont été déclarées innocentes et qui ont donc été incarcérées pendant des années à Guantanamo dans des conditions horribles, torturées, pour des choses qu'elles n'avaient pas commises. Et la troisième catégorie de personnes, donc ils ne peuvent être ni transférées, ni jugées, ni libérées parce qu'elles sont trop dangereuses, mais finalement pas assez pour pouvoir être incarcérées. On sait pas bien. Obama, en 2011, il a mis en place une Periodic Review Board. En fait, c'est des commissions du gouvernement qui vont régulièrement réanalyser si ces personnes sont encore trop dangereuses pour être mises en liberté. Donc, sur les 779 hommes qui sont passés à Guantanamo, environ 730 ont quitté la prison au fil des années. Les personnes ont soit été renvoyées dans leur pays d'origine, innocentées et donc libérées après des années de détention illégale, ou alors transférées vers des pays tiers qui acceptent de les reprendre. En janvier 2025, il y a eu le grand transfert de Guantanamo, c'est-à-dire qu'il restait un petit peu moins de 30 personnes à Guantanamo et il y a 11 détenus yéménites, donc du Yémen, qui ont été transférés. Et donc en fait, après ce transfert de 11 yéménites, il ne reste depuis ce jour-là que 15 détenus à Guantanamo. C'est le nombre de détenus le plus bas dans le centre depuis 2002. Sur les 15, il y en a 9 qui ont été inculpés par ces commissions militaires, mais ces commissions militaires, ce ne sont pas des réels tribunaux. Donc sur ces 9, il y en a 2 qui ont été jugés par un vrai tribunal et les 7 autres, ils attendent d'avoir un jour un éventuel procès. Les 6 derniers n'ont jamais été inculpés, condamnés, reconnus coupables par quelconque instance et sont donc détenus totalement illégalement à Guantanamo. Et ce lieu tristement célèbre est au cœur de l'actualité depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, puisqu'il a annoncé vouloir y envoyer 30 000 migrants et donc d'y réinstaller un énorme camp de rétention dans une zone de non-droit.
Avril 1989. New York est une ville très tendue. La criminalité est élevée, la violence est omniprésente et il y a une obsession politique pour la délinquance des jeunes. Le soir du 19 avril 1989, dans Central Park, plusieurs groupes d'adolescents errent dans le parc. Certains d'entre eux crient, courent, causent pas mal de troubles, notamment en blessant gravement d'autres personnes dans le parc, en harcelant des sans-abri. De nombreux crimes et délits sont commis cette nuit dans le parc. La police appellera cette nuit plus tard a wilding spree, une virée sauvage. Vers 21h, une femme blanche de 28 ans, Trisha Meili, part faire son jogging dans le parc. Elle est attaquée dans l'obscurité, battue sauvagement, violée, laissée pour morte. On la retrouve plusieurs heures plus tard dans le coma et elle y restera 12 jours. L'affaire choque New York. Une joggeuse blanche diplômée, agressée dans Central Park. Les médias parlent immédiatement de meutes de prédateurs. La police lance une opération massive. Durant cette même nuit, la police interpelle donc des dizaines de jeunes présents dans le parc. Parmi eux, 5 garçons, entre 14 et 16 ans, tous noirs ou latinos et venant de Harlem, un quartier pauvre de New York. Kevin Richardson, 14 ans, Raymond Santana, 14 ans, Antron McCray, 15 ans, Youssef Salam, 15 ans et Corey Wise, 16 ans. Ils seront connus sous le nom de Central Park 5, les 5 de Central Park. Richardson et Santana furent les premiers à être interpellés par la police, à la suite de signalements pour comportements intimidants et agressions. Le lendemain matin, c'est McCray, Salam et Wise qui ont été arrêtés. Les 5 jeunes garçons, dans un premier temps, ils nient. Non, ils n'ont jamais fait ça. Mais peu à peu, la pression monte. Ils n'ont pas d'avocat, ils n'ont pas de parents, ou alors les parents qui sont là parlent difficilement français. Et pendant au moins 7 heures, ils sont interrogés sous la pression, sous l'intimidation et sous la violence. En 2016, Salam, dans un interview, expliquait d'ailleurs qu'il entendait Corey Wise dans la salle d'à côté se faire tabasser. Les détectives le regardaient et lui disaient « Est-ce que tu réalises que t'es le prochain ?» Salam explique alors que la peur lui a fait vraiment ressentir qu'il ne s'en sortirait pas et qu'il allait devoir parler. Petit à petit, après des promesses de rentrer chez eux s'il parlait, des mensonges sur des preuves qui n'existaient pas, une fatigue extrême et une grande intimidation, les adolescents ont commencé à faire des aveux filmés devant les enquêteurs. Ces aveux sont incohérents, ils se contredisent, ils s'accusent tous les uns entre les autres, ils admettent avoir immobilisé la joggeuse, mais personne n'admet concrètement avoir commis le viol. Mais il y a plusieurs détails qui coïncident pas. McCray, il déclare que la joggeuse avait un short bleu, alors qu'elle portait un pantalon de course noir. Il affirme également qu'elle courait autour du réservoir, alors qu'elle a été agressée à plusieurs centaines de mètres de celui-ci. Corey Wise, lui, il déclare que la blessure à la tête fait suite à une attaque au couteau, avant d'être repris par l'interrogatrice, puis déclare que c'est Kevin Richardson qui a pris une pierre et qui l'a frappé avec ceci. Ils changent tous de version, ils se contredisent et émettent des aveux incohérents. Mais ces aveux, bien qu'ils soient incohérents, ils étaient filmés. À une époque où New York a un taux de criminalité très élevé, une époque extrêmement raciste, ça suffit largement pour pouvoir inculper ces 5 adolescents. Comme les preuves d'ADN provenant du sperme qui a été retrouvé sur les lieux ne correspondaient à aucun des 5 garçons, les procureurs se sont appuyés uniquement sur les témoignages filmés. Et ça, c'était suffisant pour l'opinion publique. Trisha Meili, de son côté, elle s'est réveillée de son coma 12 jours après et elle ne se souvient de rien. Elle n'a donc jamais pu identifier ses agresseurs et n'a jamais pu témoigner contre qui que ce soit. Immédiatement après avoir pu avoir accès à un avocat, les 5 jeunes sont revenus sur leurs propos. Ils ont expliqué qu'ils ont dit ça sous la menace, sous la contrainte, sous la peur, après des heures et des heures d'interrogation et d'agression. Mais malheureusement, c'est déjà trop tard. Après les interrogatoires, la police communique le nom des 5 jeunes aux médias, alors qu'habituellement, elle ne le fait jamais lorsqu'il s'agit de faits mineurs. Et avant même leur procès, ils sont condamnés médiatiquement parlant. Ils font la une de tous les journaux, et la présomption d'innocence, elle n'existe pas dans les médias. Les unes parlent d'animaux, de meutes barbares. Et il y a d'ailleurs à cette période un milliardaire de Manhattan, plus connu sous le nom de Donald Trump, qui s'offre une pleine page dans le Daily News pour 85 000 $ pour expliquer qu'il veut ramener la peine de mort et qu'il veut ramener la police. Puis il est l'invité du présentateur Larry King à CNN, interview durant lequel il va déclarer Of course I hate these people. And let's all hate these people. I think they should be executed. I think you should have the death penalty. Le climat est clair pour tout le monde, ces 5 garçons sont déjà coupables. Il y aura donc 2 procès en 1990, sachant que dans ces 2 procès, les seules preuves qui sont apportées, ce sont des aveux filmés après des heures et des heures de pression sur des adolescents entre 14 et 16 ans, que la seule ADN qui a été retrouvée sur les lieux du crime ne correspond à aucun des 5 garçons, qu'il n'y a aucune empreinte, il n'y a aucun témoin direct, et le seul élément de preuve serait un cheveu retrouvé sur les lieux du crime qui ressemble aux cheveux de Richardson. Le 25 juin 1990, il y a donc le procès de Antron McCray, 15 ans, Youssef Salam, 15 ans, et Raymond Santana, 14 ans, dans un procès joint trial. Les 3 hommes plaident non coupables, maintiennent leur innocence, et pourtant les 3 jeunes sont reconnus coupables pour viol, agression, émeute et attaque sur la joggeuse. Les 3 adolescents sont condamnés au maximum autorisé pour des jeunes, allant de 5 à 10 ans de prison. Entre octobre 1990 et décembre 1990, s'ouvre le 2e procès pour les 2 autres jeunes accusés, Kevin Richardson, 14 ans, et Corey Wise,
16 ans. Tous les deux sont également reconnus coupables et sont condamnés à une peine de prison. Corey Wise, âgé alors de 16 ans, est le seul à intégrer non pas un centre pour mineurs, mais une prison pour adultes. Après l'annonce du verdict, il crie au procureur « Vous allez payer pour ça, Jésus va vous avoir, vous avez tout fabriqué ». Les années passent, ils purgent leur peine. Certains sortent en 1996, 6 ans après, d'autres 1997. Et le dernier à sortir de prison, c'est Corey Wise en 2002, après 13 ans de prison. Ils sont libres, mais toujours coupables aux yeux de la justice et de la société. Juste avant sa sortie de prison, en 2001, un détenu condamné pour viol en série, Matthias Reyes, qui est en prison depuis 1991, avoue spontanément « C'est moi qui lui ai agressé la joggeuse de Central Park, et j'étais seul ». Il donne alors les détails précis sur l'agression, détails qui ne peuvent pas avoir été inventés vu la précision et à quel point les détails collaient à ce qui avait été retrouvé. Un an plus tard, le 8 mai 2002, alors que les 5 de Central Park sont déjà sortis de prison, on compare l'ADN de Matthias Reyes à l'ADN du sperme qui a été retrouvé. Il correspond parfaitement. Aux États-Unis, je vous ai dit qu'on pouvait réouvrir un procès pour différentes choses et notamment s'il y a une nouvelle preuve qui est apportée. Ici, il y a eu les témoignages de Matthias Reyes qui étaient apportés et en plus l'ADN correspondait. Ça a donc suffi pour rouvrir un nouveau procès pour le viol de la joggeuse. Le procureur de Manhattan a donc ouvert une révision de condamnation et le 5 décembre 2022, après réexamen, les 5 condamnations ont été annulées et les Central Park 5 ont tous été innocentés. Ils ont donc passé entre 6 et 13 ans de prison pour un crime qu'ils n'avaient pas commis et ils ont donc demandé réparation à la ville de New York qui leur a accordé en 2014 41 millions de dollars d'indemnisation à se répartir entre les 5. Mais bien sûr, personne, ni côté tribunal ni côté police, n'a été condamné pour avoir commis une enquête frauduleuse, complètement biaisée, basée sur des préjugés racistes, et pour avoir condamné surtout 5 adolescents alors qu'ils avaient une ADN qui ne correspondait à aucun des 5 adolescents. Les Central Park 5 ont d'ailleurs demandé à une cinéaste américaine de raconter leur histoire, et ça a été fait dans une série Netflix que vous avez peut-être vue, When They See Us, ou alors Dans leur regard en français. C'est 4 épisodes de 1 heure à peu près. Je vous conseille de vraiment regarder cette série si vous voulez un peu mieux comprendre ce qui s'est passé et plonger dans ce procès absolument hallucinant et injuste. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à maintenant. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je raconte d'autres grosses injustices ou erreurs de justice américaine. Et à bientôt. Gros bisous!